Ce n'était pas sa faute à lui. Marguerite le savait si bien que quand, par un billet adroitement lancé dans son giron, il lui rappelait la mort du chat, elle n'osait pas répliquer « le perroquet ». Il se sentait malade, fiévreux. À cause du coup qu'elle venait de lui porter, il avait bu plus que de raison, vivant la dernière demi-heure dans un brouillard cauchemardeux. Un moment encore, il était resté debout, vacillant, devant la porte ouverte de la chambre à coucher. Le lit de sa femme était fait. La pièce était en ordre. Son propre lit prêt à l'accueillir, avec des draps frais et une tête d'oreiller propre. N'était-ce pas encore une façon de lui montrer qu'elle était une femme parfaite, connaissant ses devoirs, qu'il avait tous les torts et qu'elle était une victime? La preuve, c'est qu'elle le soignait, malgré ses cruautés, que la veille, elle avait proposé de lui appliquer des cataplasmes à la moutarde, qu'elle s'inquiétait de son bien-être, changeait les draps de son lit, bien que ce ne fût pas le jour. Était-elle toujours par terre, dans le salon, évanouie, ou feignant de l'être? Elle espérait qu'il s'inquiéterait, qu'il allait redescendre, s'affoler, lui demander pardon, peut-être appeler un médecin. Il hésita, finit, le visage dur, par se diriger vers son lit, en laissant toutefois la porte ouverte. Il restait aux aguets. La fièvre le ramenait longtemps en arrière, quand, enfant, il avait une angine ou un mauvais rhume. Ses sensations, ses pensées tantôt floues et tantôt précises, les images qui ressemblaient à des images de rêve, avaient quelque chose d'enfantin, et ne parvenait-il pas, en bas, de se comporter en enfant rageur? Cela l'avait soulagé un instant. Avait-il été vraiment soulagé? Ne s'était-il pas forcé pour aller jusqu'au bout de son geste, de l'idée diabolique qui lui était venue soudain? Il avait honte. Il ne se l'avouait pas. Il ne voulait surtout pas se sentir coupable vis-à-vis d'elle. Ce qu'il aurait souhaité, comme quand il était petit, c'était une bonne maladie, une vraie, qui mettrait ses jours en danger et obligerait le médecin à venir 2 ou 3 fois par jour se pencher sur lui. Marguerite aurait peur, malgré tout. Elle serait tiraillée par des sentiments contradictoires, et elle finirait par reconnaître ses torts, par avoir honte à sa place. Il ne serait pas malade. Il allait se contenter d'une gueule de bois, tousser, se moucher, suer dans son lit, sans que personne le prenne en pitié. Personne n'avait le droit de prétendre qu'il réclamait de la pitié. Il n'aimait pas qu'on le plaigne. Il était un homme et s'était toujours suffi à lui-même. Était-ce absolument vrai? Il trichait, repoussant des pensées encore informes, qui, en se précisant, risquaient de devenir déplaisantes. Il écoutait toujours. Il hésitait toujours à se lever et à descendre. Tu commences à te rendre compte que cette fois-ci, ça ne marche pas, ma vieille. C'était drôle. Par moments, il confondait Marguerite et sa mère. Elle bougeait, en bas. Il captait le moindre bruit, le moindre froissement d'étoffe. Elle devait se lever lentement, l'oreille tendue elle aussi. Puis elle se mettait debout, et sans doute son regard se posait-il sur la cage et sur l'oiseau à la queue déplumée, car on l'entendait sangloter. Entre ses sanglots, elle balbutiait des mots qu'il ne distinguait pas, se dirigeait vers le corridor. À droite se trouvait un porte-manteau de bambou qui devait déjà y être au temps de Sébastien Doise. La veste de cuir y était accrochée, et, de l'autre côté, un vieux manteau vert de Marguerite. Elle dut l'endosser, mettre des caoutchoucs sur ses chaussures. La porte de la rue s'ouvrit et se referma, et des pas secs retentirent sur le trottoir.
Il courut vers la fenêtre. La vie qui marchait d'une façon précipitée vers la rue de la Santé. Elle n'avait rien dans les mains. On la sentait agitée, et, si elle ne gesticulait pas, elle devait continuer du bout des lèvres son dramatique monologue. Où allait-elle de la sorte? Il se demanda un instant si elle ne se rendait pas au commissariat de police pour se plaindre de ce qu'il avait fait. Mais, rentré dans son lit, il ne tarda pas à sommeiller. Il continuait à avoir conscience de la situation. Un événement grave s'était produit. Le restant de sa vie risquait d'en être changé. Qu'adviendrait-il exactement? Rien ne lui permettait de le prévoir. Tant pis, tant mieux. Cela devait sortir un jour. Cela devait éclater. Il avait subi assez longtemps les attaques sournoises de la vieille femme. Car, s'il ne se sentait pas vieux, il la voyait vieille. Plus vieille que sa mère, puisque celle-ci était morte à 58 ans. Elle trouverait le moyen d'avoir le dernier mot. Qui sait si elle ne s'était pas mise en tête d'aller trouver un avocat? Une demi-heure s'écoula, et il sursautait chaque fois qu'il entendait du bruit dans l'impasse. Toute sa vie, Marguerite avait prévu des malheurs dont elle souffrait d'avance, même s'ils ne devaient jamais lui arriver. Son avarice, par exemple, venait d'une peur maladive de l'avenir, du souvenir de son père ruiné, de la biscuiterie passant entre des mains étrangères. Elle pouvait tomber malade, se trouver soudain immobilisée pour toujours. Si elle avait compté sur lui pour la soigner, elle n'y comptait plus aujourd'hui. Il lui faudrait une infirmière. Serait-elle en mesure de la payer pendant des années? Le mot « hôpital » la hantait. Elle était prise de panique à l'idée de se trouver, à la merci de tous, dans un lit inconnu, sous les regards curieux de 8 ou 10 malades. Elle avait besoin d'argent, ne fût-ce que pour payer sa pension dans une clinique privée. Elle y pensait déjà du temps de Frédéric Charmois, peut-être du vivant de son père. Elle avait peur de tout, du tonnerre et du vent, par-dessus tout de la misère, contre laquelle elle s'usait à se raidir d'avance. C'est elle qui m'enterrera. Il l'avait pensé souvent. Il le lui avait dit. Une fois, elle avait murmuré « Je l'espère ». Elle avait ajouté ensuite calmement « C'est moins pénible pour une femme de rester seule que pour un homme. Les hommes sont incapables de se soigner et sont plus douillets que nous. » Ainsi finissait-elle, de quoi qu'il s'agisse, par avoir raison. La preuve, c'est que, tandis qu'elle marchait bravement dans le froid et la neige pour se rendre Dieu sait où, il restait affalé au plus profond de son lit, geignant, dégoûté de lui-même. Des pas. Les pas de 2 personnes. L'une d'elles était un homme. La clé pénétrait dans la serrure. « Entrez, docteur. » Il ne comprenait pas pourquoi elle avait ramené un médecin, à moins qu'il ne s'agisse pas d'elle, mais de lui. Et si elle était allée chercher un aliéniste, avec l'arrière-pensée de le faire interner? Il pénétrait dans le salon dont la porte se refermait, et Bouin n'entendait plus qu'un murmure étouffé. Cela dura longtemps. Il essayait en vain de comprendre. Après tout, l'homme qu'elle avait appelé docteur devait être un vétérinaire. C'était cela. Elle avait ramené un vétérinaire pour soigner le perroquet. Il ne se trompait pas. La porte du salon finissait par s'ouvrir, puis celle de la rue, et quand il se précipita à la fenêtre, il vit un homme, de dos, emportant la cage recouverte du molleton qui servait pour la nuit. Il se recoucha, attendit encore et finit par s'endormir. Plus tard, il entendit des bruits familiers, très loin, dans un autre monde.
Il reconnaissait le pas de la vieille femme sur le plancher de la chambre, et il y eut le choc d'une assiette ou d'une tasse contre le marbre de la table de nuit. Il n'ouvrit pas les yeux. Les pas s'éloignèrent. Elle descendait l'escalier. Il ne bougea toujours pas, et il sentait des gouttes de sueur sourdre lentement de son front. Cela devint un jeu. Il essayait de deviner à quel endroit la prochaine goutte allait sortir, tantôt près d'une des tempes, tantôt au milieu du front, et il y en avait aussi, de loin en loin, à proximité des ailes du nez. Écartant les paupières, il vit le bol qui fumait encore légèrement. Il n'avait pas faim. Il refusait de toucher à la nourriture qu'elle lui avait apportée par devoir ou par pitié. Qui sait si elle n'avait pas l'intention de se débarrasser de lui comme elle s'était débarrassée du chat. Ce fut la première fois que l'idée lui vint, encore vague, sans qu'il y crût réellement. Elle faisait partie de la fièvre, et les effets du vin y étaient pour quelque chose. Ce serait tellement pratique. Elle hériterait de la pension sans avoir à me supporter plus longtemps dans la maison. Il y avait là une contradiction qu'il préférait ne pas voir. Si elle l'avait épousé pour ne pas être seule et pour s'assurer une aide gratuite en cas de besoin, elle n'avait pas intérêt à sa disparition. Mais réfléchissait-elle à ce qu'elle faisait? N'était-elle pas confite dans la haine? Une haine qui ne datait pas de ce matin, qui n'avait rien à voir avec le perroquet, mais qui remontait très loin. C'était idiot à dire. Peut-être avant qu'elle ne le connaisse. Il se souvenait de son regard froid et dur, quand, après avoir longtemps hésité, il s'était étendu sur elle dans l'intention de faire l'amour. Au moment où, non sans mal, il la pénétrait, elle avait eu une soudaine raideur de tout son corps, comme si celui-ci repoussait d'instinct le mal. Pendant peut-être 1 minute, il avait espéré qu'elle allait mollir. Mais il n'en avait rien été. Au contraire, et il s'était retiré, honteux, en balbutiant des excuses. « Pourquoi ?» avait-elle interrogé d'une voix sans inflexion. « Pourquoi je m'excuse ? Pourquoi ne continues-tu pas et ne prends-tu pas ton plaisir ? Je t'ai épousé. C'est mon devoir de subir ça aussi. » Il y avait le « aussi » qui lui était revenu maintes fois à la mémoire. Que signifiait-il au juste? Qu'est-ce qu'elle subissait encore, par soumission chrétienne? Ses cigares? Ses manières frustes? Le fait de partager la même chambre? Il y avait 2 chambres vides à l'étage, l'une qui servait de débarras, l'autre, l'ancienne chambre de jeune fille, conservée intacte, avec les moindres objets en place, qu'elle devait considérer comme un sanctuaire. Elle ne la lui avait montrée qu'1 fois, du seuil, sans qu'il y mette les pieds, et la porte était toujours fermée à clé. Elle ne l'ouvrait que quand il était absent, du moins le supposait-il. Elle était dans la cuisine. Elle mangeait, malgré son chagrin. Il s'efforçait de sortir de son engourdissement et, soulevé sur un coude, il saisissait le bol qui contenait un bouillon de légumes devenu tiède. Méfiant, il le reniflait, y trempait les lèvres, trouvait que le liquide avait un goût inhabituel. Peut-être, à son tour, se jouait-il la comédie? Si elle avait l'intention de l'empoisonner, elle ne le ferait pas si vite après la mort du chat, ni après l'incident du perroquet. Il ne s'enleva pas moins, et alla, pieds nus, verser le contenu du bol dans les toilettes, se contentant de grignoter la biscotte posée sur l'assiette. Il n'avait pas faim, il n'était pas rasé, ni douché, et il sentait le sale. Ce fut un après-midi pénible, de ceux que, plus tard, on chasse de sa mémoire. Il dormit,
se réveilla plusieurs fois, une fois alors que la nuit était tombée et le bec de gaz allumé dans l'impasse. Il tendit l'oreille, n'entendit rien. Pendant plus d'un quart d'heure, il resta ainsi à l'affût, et la conscience lui venait de sa solitude. Il sentait que Marguerite n'était pas dans la maison. Il était abandonné à lui-même, et l'inquiétude l'envahissait. Il finit par se décider à descendre, sur la pointe des pieds. Il n'y avait pas de lumière dans le salon, pas de feu dans la cheminée. Il faisait très froid. L'absence de la cage créait un vide, et la pièce paraissait plus grande, le piano démesuré. La salle à manger n'était pas éclairée non plus, ni la cuisine, mais tout était propre et en ordre. Il but encore un verre de vin, par défi. Il n'en avait pas envie. Le vin lui parut âcre. Puis il remonta très vite, par crainte que sa femme le surprenne au rez-de-chaussée. Il ne s'était jamais autant soucié des faits et gestes de Marguerite, qui prenaient une importance énorme. Assoupi une fois de plus, il l'entendit pourtant rentrer. Ils avaient l'un et l'autre une telle habitude des bruits de la maison, du plus léger déplacement d'air. Elle n'alluma pas de feu dans le salon. Peut-être n'y avait-il pas de bûches fendues dans la cave, car, depuis 3 jours, la provision devait être épuisée. Elle se tenait dans la cuisine. Plus tard, elle monta, resta debout devant lui, à le regarder à la lueur de la lampe de l'escalier. Il fit semblant de dormir. Elle emporta la tasse et l'assiette. Il fut obligé ensuite d'aller aux toilettes, et il faillit, pour ne pas signaler sa présence, ne pas tirer la chasse d'eau. Il dormit encore. Elle dut se coucher, puisque, quand il s'éveilla vers le milieu de la nuit, il entendit sa respiration régulière. La journée du lendemain se passa de la même façon. Elle sortit 2 fois, la première pour faire le marché, la seconde, probablement, pour se rendre chez le vétérinaire, comme on va voir un malade à l'hôpital. Est-ce que Coco allait mourir? Il ne le souhaitait pas, bien qu'il s'effrayât de leur tête-à-tête futur dans le salon, en présence de la bête amputée de sa queue. Il profita de ce que sa femme était absente pour descendre et manger du pain. L'après-midi, se sentant plus mal, il la vit vaguement devant lui, le visage sans expression, les yeux aussi froids que quand il s'était naïvement couché sur elle. « Tu désires que j'appelle le docteur ?» Il fit signe que non. « Tu n'as besoin de rien ?» Même signe. Il ne jouait pas la comédie. Il était très loin d'elle, dans un monde incohérent. Elle sortit à nouveau vers 5 heures, et il descendit une fois de plus pour manger quelque chose. Ses jambes étaient molles. La tête lui tournait. Il se tenait à la rampe comme un grand malade qui craint de plonger en avant. Il trouva une tranche de jambon dans le réfrigérateur, et il la mangea, la tenant avec les doigts. Puis il mangea un morceau de fromage. C'était le dîner de Marguerite, mais elle avait la possibilité d'aller s'acheter autre chose. Il sut, le lendemain, que c'était dimanche, à cause du silence. L'univers était immobile, avec seulement des sons de cloche dans le lointain. Elle était partie pour la messe. Il ne se sentait plus malade. Il avait très faim. Il éprouvait surtout le besoin de se débarrasser de l'odeur de sueur et de se raser. Il était plus faible qu'il ne le pensait, mais il n'en prit pas moins une douche. Ses mains tremblaient, tandis qu'il se passait le rasoir sur les joues. Il goba 2 œufs. Pour les cuire, il aurait dû se servir de la poêle ou d'une casserole, et il n'avait pas le courage de les laver ensuite.
Comment cela allait-il se passer entre Marguerite et lui, maintenant qu'il n'y avait plus aucune raison de garder le lit? Revêtu d'un pyjama propre et de sa robe de chambre, il descendit à la cave, cassa du bois qu'il transporta au salon et alluma du feu dans la cheminée. Comme pour annoncer à sa femme qu'il était debout, il ouvrit les volets. Ainsi serait-elle prévenue avant d'entrer dans la maison, ce qui lui donnerait le temps de décider d'une contenance. C'était à elle de choisir, non à lui. La maison lui appartenait. La plus grande partie des meubles était à elle. Beaucoup se trouvaient déjà à la même place quand elle était née. Frédéric Charmois, même s'ils avaient vécu ensemble pendant plus de 30 ans, n'avait fait que passer en ne laissant que peu de traces, sauf quelques photographies et un violon dans un placard fermé à clé. Bouin aurait pu s'en aller en l'absence de Marguerite, en emportant ses affaires. Une charrette à bras suffirait. Il y avait pensé. Il y penserait à nouveau quand il serait plus d'aplomb. Il était anxieux. Les minutes, les secondes étaient lentes. La clé tâtonnait avant de pénétrer dans la serrure et de faire entendre le déclic familier. Si, en quelques années, il s'était si bien habitué au bruit, aux odeurs, au frémissement de l'air dans la maison, quel effet le moindre changement devait-il produire sur Marguerite, qui avait vécu les 71 ans de son existence? Elle entrait dans la salle à manger, où il n'avait jamais pris de repas, mais où, autrefois, une famille se réunissait autour de la table ovale, sous le lustre à pétrole qui avait été successivement transformé pour l'éclairage au gaz, puis à l'électricité. Elle était dans la cuisine. Elle n'y restait pas longtemps. Mais elle avait ouvert le réfrigérateur et elle savait donc qu'il avait mangé 2 œufs. Elle montait, pénétrait dans son ancienne chambre de jeune fille. Il s'impatientait, lui en voulait de le tenir en haleine. Ne le faisait-elle pas exprès pour le punir? La chambre, là-haut, était garnie de cretonnes à fleurs. Dans un angle se trouvait un petit bureau dos d'âne sur lequel, 55 ans plus tôt, elle confiait peut-être à un cahier ses pensées et ses émotions de jeune fille. S'il l'avait connue à ce moment-là. Mais il n'était alors qu'un apprenti maçon aux manières rudes, à qui elle n'aurait pas accordé un regard. Une portière claquait, celle de l'ingénieur, qui mettait le moteur de l'auto en marche et rentrait dans la maison pour aller chercher sa famille. En cette saison, il ne se rendait pas à la campagne. Sans doute allait-il passer la journée dominicale chez les parents de l'un ou de l'autre, ou chez un frère, une sœur, en banlieue ou ailleurs. Chacun vit dans un cercle plus ou moins restreint. Leur cercle, à Marguerite et à lui, se réduisait aux murs de la maison, entre lesquels il n'était que 2 à se traîner. Il n'avait jamais eu cette impression avec Angèle, peut-être parce qu'il ne restait presque jamais chez eux, sinon pour quelques repas, pour faire l'amour et pour dormir. Pourtant, ils avaient peu d'amis. Ils sortaient, allaient n'importe où, se frottaient à la foule où ils ne se sentaient pas solitaires. Est-ce que, quand il habitait en face, ne disposant que d'une chambre et d'un cabinet de toilette, Bouin se sentait seul? Il n'y pensait pas. Il n'était ni triste, ni mélancolique, et jamais il n'avait l'impression angoissante de se mouvoir dans le vide. Ici, parfois, il se demandait si les objets, les meubles, les bibelots, étaient réels. Tout était à sa place, immuablement, pour l'éternité. Quand Marguerite regardait la télévision, il lui arrivait d'apercevoir son profil, et elle aussi était figée, au point qu'il s'étonnait de l'entendre respirer. C'était elle qui l'avait voulu,
par peur de cette immobilité, de ce silence. Quand ils s'étaient assis tous les deux dans la cuisine pour boire un verre de son écœurante liqueur, elle s'était soudain rendu compte qu'il y avait quelque chose de changé, qu'un frémissement de vie était entré dans la maison. Pour que l'homme reste, pour qu'il puisse être deux sans péché, elle avait dû l'épouser et il s'était trouvé un beau matin à former un couple. Un vieux couple défraîchi. Les gens qui les voyaient, les voisins, les fournisseurs, ne les trouvaient-ils pas pitoyables ou grotesques? Qu'auraient-ils pensé, à plus forte raison, s'ils les avaient observés tous les deux dans la maison? Une porte se fermait. Des pas. Une autre porte. Il attendait qu'elle descende l'escalier. Elle atteignait le corridor et hésitait. Enfin, raide, inexpressive, elle pénétrait dans le salon. Elle lui faisait face. Leurs regards se croisaient, sans chaleur, sans contact possible. Elle lui tendait un bout de papier, du bout de ses doigts maigres qui tremblaient. Il restait un moment sans lire ce qui était écrit, finissait par y jeter les yeux, tandis qu'elle se dirigeait vers son fauteuil, et qu'avant de s'asseoir, elle saisissait son tricot sur le siège. J'ai bien réfléchi. Comme catholique, il m'est interdit d'envisager le divorce. Dieu nous a fait mari et femme, et nous devons vivre sous le même toit. Rien ne m'oblige cependant à vous adresser la parole, et je vous prie instamment de vous abstenir, de votre côté. Elle avait signé, de l'écriture haute et régulière qu'elle avait apprise chez les religieuses. Marguerite Bouin. Le jeu venait de commencer. Le lendemain, pour la première fois depuis qu'il vivait dans la maison, il fit son lit, au moment où elle faisait le sien. Ce n'était pas pour la narguer. Il était guéri. Son esprit était lucide. Puisqu'ils ne se parlaient plus, puisqu'il n'existait plus de lien entre eux, hormis leur signature sur un registre d'état civil et à la sacristie, il était naturel de ne rien accepter d'elle. C'était peut-être enfantin, mais il y tenait, et quand il la vit s'apprêter à sortir pour faire le marché, il écrivit sur un papier « Je mangerai dehors ». Il obéissait à la stricte honnêteté en lui évitant de cuisiner pour deux, alors qu'il avait décidé de ne plus rien manger de ce qu'elle préparerait. Il prit son repas dans un restaurant du quartier, ne parla à personne, évita de se rendre dans le café de la place d'Enfer Rochereau, où il aurait rencontré des gens de connaissance. Sans se l'avouer, il avait hâte de rentrer, de savoir ce qu'elle faisait. Lorsqu'il se retrouva dans la maison du square Sébastien d'Oise, il n'y avait personne et il ne sut que faire. C'était déroutant. Les autres jours, il ne se demandait jamais à quoi s'occuper. Il était 3 heures de l'après-midi. Il ouvrit le réfrigérateur pour essayer de savoir ce qu'elle avait mangé. Il trouva un reste de pâté, 2 pommes de terre emballées séparément, et des haricots verts dans un bol. Les 2 jours précédents, elle était partie plus tard. Cela signifiait-il qu'aujourd'hui, elle était allée ailleurs? Il se tracassait sans raison, montait au premier étage, trouvait la garde-robe, et constatait qu'elle n'avait pas mis son manteau de laine, mais le manteau d'astrakan qu'elle ne portait d'habitude que le dimanche. Il ne pourrait pas la questionner quand elle rentrerait, devrait se contenter de l'épier, d'essayer de deviner. Est-ce que le perroquet était mort? Il s'en voulait, bien décidé pourtant à ne jamais l'avouer. S'en voulait-elle, elle, d'avoir empoisonné son chat? Après avoir rallumé le feu dans la cheminée, il lisait son journal quand elle rentra, monta au premier,
puis descendit à la cuisine. Elle ne fit qu'une courte apparition dans le salon, pour y prendre son tricot. Allait-elle s'installer dans la salle à manger, ou dans la cuisine, où il ne faisait pas assez chaud? Des heures vides, sans couleur, sans ombre ni lumière, avec seulement des pensées dont on n'est pas fier, de ces interrogations futiles, sinon ridicules. Qui sait si elle ne va pas essayer de m'empoisonner? Et il se demandait tout à coup, si elle mourait, serais-je triste? Non, pas triste, pas malheureux. Peut-être qu'elle lui manquerait. Il n'aimait pas voir les gens mourir. Ce n'était pas parce qu'il les aimait, mais plutôt parce qu'il avait la mort en horreur. À leur âge, quelle chance avaient-ils, l'un et l'autre, de vivre encore longtemps? Il lui arrivait, quand il dormait sur le dos, de croiser les mains sur le ventre. Et, s'il s'en apercevait avant que le sommeil vînt complètement, il s'empressait de changer de position, car c'était celle qu'on donne aux morts avant de leur glisser un chapelet entre les doigts. Où installerait-on la chapelle ardente? Dans la chambre? Dans le salon? Il l'imaginait dans ses détails. L'arrivée du cercueil sentant encore le bois fraîchement scié. Il ne voulait pas mourir le premier. Il ne voulait pas non plus qu'elle meure. Il fallait penser à autre chose. Il préférait s'en aller, marcher dans les rues, malgré le froid et la bise. Car la bise avait succédé à la neige et poussait très vite les nuages dans le ciel. Il n'avait pas osé aller boire son verre de vin dans la cuisine, où Marguerite se tenait. Il n'était pas loin de chez Nelly. Il décida d'aller la voir, sans intention précise. Ce n'était pas comme les autres fois. Il y avait longtemps, plus de 10 ans, presque 15, qu'il connaissait Nelly. Il fréquentait déjà son petit café de la rue des Feuillantines, du vivant de son mari, Théo, comme tout le monde l'appelait. Au-dessus de la devanture étroite et sombre, on lisait en jaune sur brun, au petit Sancerre. On descendait une marche de pierre bleue. Le sol était pavé de carreaux rouges sur lesquels traînait de la suure. Le comptoir était au fond, près de la porte vitrée de la cuisine, voilée d'un mince rideau. Du temps de Théo, on rencontrait surtout des habitués, et il y en avait pour toutes les heures de la journée. Les ouvriers, tôt matin, qui buvaient le café ou le vin blanc avant de se rendre à leur chantier. Puis des petits bourgeois du quartier, des commerçants, des artisans qui appréciaient les vins de la Loire et la bonne humeur de Théo. Il avait le teint presque aussi animé que le carrelage. Sa grande affaire, vers 10 heures, était de disparaître par la trappe, derrière le comptoir, et de descendre à la cave où il mettait le vin en bouteille. Sa femme venait prendre sa place et se tenait juste sur la trappe. Comme ça, tu es sûr qu'il ne s'échappera pas, la plaisantait-on. Nelly était une fille juteuse, de 20 ans plus jeune que Théo. Déjà à cette époque, Boin n'était pas le seul à profiter de son tempérament. Elle était toujours prête à faire l'amour, aussi naturellement que les clients buvaient un petit verre. Un jour qu'Émile lui demandait si elle ne portait jamais de culotte, elle avait répliqué, goguenarde mais sincère, « Et risquer de rater une occasion ?» Il est vrai que la présence presque continuelle de Théo, le fait que le café était ouvert à tous et la topographie des lieux, rendaient les exercices amoureux difficiles et sommaires. Tôt matin, vers 8 heures, c'était encore aisé, parce que Théo avait l'habitude de faire son marché dans le quartier. Il suffisait d'un regard à Nelly, accoudée paresseusement au comptoir, pour qu'elle comprenne. Elle répondait par un regard, elle aussi. C'était non ou c'était oui. Presque toujours oui.
Après un petit moment, elle se dirigeait vers la cuisine, où Bouin la suivait. La porte refermée, on pouvait voir, à travers le tulle du rideau, s'il entrait quelqu'un dans le café, tandis qu'eux restaient invisibles. Il fallait rester debout, à un endroit bien déterminé. Elle se troussait d'un geste si naturel qu'il n'en était pas indécent, tendait une croupe blanche et charnue. Prenait-elle vraiment son plaisir, elle aussi, ou faisait-elle semblant? Il s'était posé la question sans parvenir à y répondre. Il était possible que, si elle était toujours prête, c'est qu'elle n'était jamais tout à fait soulagée. À l'arrivée d'un client, ou même de Théo, la manœuvre était facile. Il suffisait de sortir par la seconde porte qui donnait sur le couloir de l'immeuble, et de gagner la rue. Elle avait dû vieillir depuis la première fois qu'il s'était risqué à lui faire la cour. Mais, comme il avait vieilli en même temps qu'elle, il ne s'en apercevait guère. Un Sancerre. Un grand? Elle avait surgi, en pantoufles bleues, du fond de la cuisine où elle avait mis une casserole sur le feu. Elle se passait la main dans les cheveux qui lui retombaient toujours sur les joues. « Je te croyais mort. » Ce n'était pas le moment de prononcer ce mot-là, alors qu'il vivait avec l'idée de la mort, celle de Joseph, peut-être du perroquet. Qui sait, la sienne un jour ou l'autre. « C'est vrai que tu t'es remarié ?» Ses lèvres s'écartaient en généreux bourrelets roses, sur des dents restées belles, et son regard était humide. Accoudée au comptoir, le menton sur les mains, elle offrait au regard de Bouin le creux de ses seins blancs. Il l'avait toujours connue vêtue de noir. La même robe, aurait-on dit, depuis tant d'années. C'est vrai. Il paraît que tu as fait un beau mariage, une femme riche, qui a une rue à elle. Il n'aimait pas ce sujet de conversation non plus, et vidait son verre. Verse-moi un autre. Tu ne prends rien? Un petit blanc cassis. Il ne savait trop que se dire. Lui se demandait s'il allait lui adresser le signe habituel. Ce n'est pas la vieille dame, menue, vêtue de mauve, en compagnie de qui je t'ai aperçu cet automne, rue Saint-Jacques? Cela devait être par une belle journée de soleil, car le tailleur mauve de Marguerite était assez léger, et elle le portait d'habitude avec un chapeau blanc. La vie passe, hein? Dommage qu'on ne te voit pas plus souvent. Tu es à la retraite? Depuis un bout de temps. Ici, c'est calme. Les anciens disparaissent petit à petit. Les jeunes n'apprécient pas les endroits comme celui-ci. Ça leur paraît vieillot, et ils n'ont pas tellement tort. Il y a des jours où je me demande si je ne vais pas mettre la clé sous la porte et aller finir mes jours à la campagne. Quel âge pouvait-elle avoir? Autant qu'il pouvait en juger, elle avait à peu près la trentaine quand il l'avait suivie pour la première fois dans la cuisine. Théo était mort d'une embolie voilà 7 ans. Elle avait donc aujourd'hui dans les alentours de 45 ans, et son visage restait lisse. Lorsqu'elle s'était trouvée veuve, rien n'avait changé dans son comportement. Elle était libre. Elle n'avait plus de compte à rendre à personne. Pourtant, elle ne l'avait jamais invitée à monter dans sa chambre. Il ne l'avait jamais vue entièrement nue, et leur rapport était resté aussi furtif. Elle était à tout le monde, presque autant qu'une fille publique. Elle n'en éprouvait pas moins le besoin de se réserver son coin à elle, son petit domaine où personne n'était admis. « Tu as maigri ?»« Un peu, oui. »« Tu ne te portes pas bien ?»« Je viens d'avoir la grippe. »« Des tracas ? Ça ne marche pas avec ta femme ? » « Mais si. »
Elle le regardait comme si elle lisait en lui. Son chat aussi le regardait de cette façon-là. « N'y pense plus, va », lança-t-elle comme en conclusion à des confidences qu'il ne lui avait pas faites. Et, se redressant, elle lui donnait le signal, un coup d'œil, un mouvement à peine perceptible de la tête. Il n'osa pas dire non. En entrant au Petit Sancerre, ne devait-il pas s'attendre à ce qui arriverait? N'était-ce pas pour ça qu'il était venu? Cela ne constituait-il pas une sorte d'épreuve? Il la suivit. Elle le regardait en riant. « Avoue que tu as hésité. Un instant, j'ai cru que tu allais refuser. Tu n'avais pas l'air à la fête. Laisse voir si tu es toujours le même. » Cela l'amusait. Peut-être était-ce tout son secret. Si elle acceptait si facilement les caresses des hommes, si elle les provoquait avec une calme impudeur, c'était probablement moins par besoin sexuel que parce qu'elle s'amusait d'eux. Bon, ça va mieux. Il avait craint de ne pas y parvenir, et voilà qu'il se retrouvait dans un ventre familier, comme quand il avait 15 ans de moins, comme au temps d'Angèle, avant d'épouser Marguerite. Il lui vint une pensée enfantine. Il aurait aimé que sa femme surgisse, qu'elle le voie tel qu'il était à cet instant. C'était à elle qu'il pensait, au tailleur mauve dont on venait de parler, à son visage sans expression d'hier et de ce matin. D'ici, la maison du square Sébastien d'Oise devenait irréelle. Marguerite aussi, et les Doise dont elle descendait, l'homme à la chaîne de montre et le fondateur des biscuits, le mari au violon qui partait en habit pour l'opéra, le demi-jour qui régnait dans les pièces, le feu de bois sans gaieté et les soirées passées en silence, dans l'obscurité, devant la télévision. Il aurait voulu que cela dure longtemps, pour rester dans cet état d'esprit. « Tu surveilles la porte ?» demanda-t-elle, haletante. Car c'était à lui de s'assurer, à travers le rideau, qu'il n'entrait personne. Oui. Il s'immobilisait, restait un moment à reprendre son souffle, tandis que Nelly laissait retomber sa robe. C'était fini. Il ne restait qu'une cuisine à peine plus claire que dans leur maison. Une odeur de poireaux mélangée à l'odeur d'aisselle et au relent de vin qui imprégnait tout l'immeuble. « Content ? » ?»« Merci. » Il le disait sincèrement. Il aurait voulu lui exprimer sa reconnaissance. Mais elle lui avait tant de fois donné du plaisir, sans rien demander, sans rien attendre en échange. D'autres, qui en avaient profité comme lui, devaient, une fois avec les copains, la traiter de putain. Émile, lui, gardait pour elle un sentiment doux et reconnaissant. Il aurait aimé lui parler longuement, monter dans sa chambre, partager sa véritable intimité. Devenu veuf, il avait pensé presque sérieusement à elle, plusieurs fois, car Théo était déjà mort. Cela le gênait, certes, que tant de gens soient passés comme lui dans la cuisine. Il se doutait qu'elle ne deviendrait jamais une femme fidèle. Mais Angèle, lui avait-elle été fidèle? Il l'ignorait, préférait ne pas se poser la question. Ce qui lui plaisait chez Nelly, c'est qu'elle était vraie. Il se comprenait, il l'aimait bien. Il se repentait à présent d'être resté si longtemps sans venir la voir. Peut-être que, s'il avait fréquenté plus régulièrement le Petit Sancerre, il ne se serait pas laissé envoûter. Car c'était un envoûtement qu'il avait subi, perdant le contact avec le reste du monde. Il rencontrait des gens dans la rue, mais ne les voyait pas. Il ne savait plus ce que c'était une femme, un enfant, un rire ou des pleurs. Il vivait dans un monde fantomatique,
à la fois précis et inconsistant. Il connaissait les moindres fleurs du papier peint du salon, les taches faites du temps de Charmois, les photographies, la marche de l'escalier qui gémissait et la craquelure dans la rampe. Il connaissait la lumière à toutes les heures de la journée, en toutes les saisons de l'année, et le visage de Marguerite, sa mince silhouette, ses lèvres encore plus minces, la peau trop blanche et trop fragile de sa poitrine quand elle se déshabillait le soir. C'était une obsession. Il s'était laissé enfermer, et maintenant il était prisonnier à vie. Il n'aurait pas dû brûler le billet. Le texte en était éloquent. Elle le considérait comme son bien, et ne lui permettait pas, au nom de la religion, de reprendre sa liberté. À quoi penses-tu? Il s'efforça de sourire. À rien de précis. Pourtant, tu n'es pas de ceux qui sont tristes après l'amour. C'était gentil de sa part de dire ça. Beaucoup d'hommes ont honte et n'osent plus vous regarder. Est-ce qu'il existe des femmes comme ça aussi? Il faillit lui répondre qu'il en connaissait au moins une, et que celle-là avait honte avant de commencer. En général, Nelly avait raison. Il cherchait dans ses souvenirs. Peut-être que nous sommes plus réalistes, dit-elle. Deux clients entrèrent, des serruriers ou des typographes, à en juger par leurs blouses grises. Deux petits blancs. Ils saluaient de la main, regardaient Émile à la dérobée, puis continuaient leur entretien. Alors je lui ai dit, droit dans les yeux, comme je te vois, puisque c'est ainsi, vous n'aurez qu'à faire la réparation vous-même. Dis donc, tu t'imagines, 20 francs pour un boulot qui m'aurait pris plus de 3 heures. Nelly lui adressait un clin d'œil, et, comme on n'y voyait guère, tendait le bras pour tourner le commutateur. À ta santé, Justin. À la tienne. Il devait avoir la soixantaine, et ne savait pas encore à quelle vitesse ils allaient vieillir. Je te dois 300 cerfs et un blanc cassis. Pour toi, ce sera 2 francs 80. Ce serait d'ailleurs le même prix pour les autres. Il retrouvait la rue, le vent, les lumières, les étalages, les odeurs des boutiques. Il retrouvait aussi des hommes, des femmes, des enfants qu'on traînait par la main, des bébés qu'on poussait dans des voitures. Il y en avait toujours eu, il y en aurait toujours. La vie coulait autour de lui, mais il n'avait pas la sensation de couler avec elle. Il était devenu un étranger. Marguerite l'était devenue avant lui, et, qui sait, peut-être avait-elle toujours été une étrangère. La petite fille tirée à 4 épingles dont il avait contemplé le portrait, ne se tenait-elle pas déjà en dehors du monde? On avait envie, en regardant la photographie, de la secouer, de la réveiller, de lui dire « Regarde, regarde et sens, touche, les arbres, les bêtes, les hommes. Il y a du soleil, il tombe une pluie fine et bienfaisante, il va neiger, il neige, et voilà le vent qui se lève. Tu as froid, tu as chaud, tu vis, tu vibres. » Il marchait mécaniquement, tête basse, sans avoir besoin de faire attention à son chemin, comme un vieux cheval qui rentre à l'écurie. Il tourna le coin de l'impasse. Le silence régnait. Les fenêtres éclairées étaient rares, d'un jaune morne. Une maison, puis une autre, toutes pareilles. La dernière. La fontaine devant le mur du fond et le petit bonhomme tout nu qui tenait son poisson crachotant.
Il tira la clé de sa poche, renifla avant d'ouvrir, se moucha et, tant qu'il y était, essuya du mouillé sur sa joue.